Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 433e édition de la série hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la finance, la fiscalité, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Téléguinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 433e de la série, nous avons retenu pour thème séisme du 12 janvier 2010, les leçons non apprises. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir et le privilège de partager le plateau avec un professionnel qui se passe de présentation, professeur, et qui est devenu sénateur. Dès qu'on parle de sport, un sénateur de sport, et qui a une grande sensibilité pour l'éducation, pour la jeunesse, eh bien je veux citer le sénateur Patrice Dumont. Professeur Dumont, bienvenue à notre émission. Bonjour Maître Barian, merci et moi content, en deuxième ou bien en troisième fois, je ne sais plus, partager plateau avec vous et avec l'équipe technique ici, qui toujours impressionné par leur professionnalisme, leur discipline, c'est évident. Et Jean nous dit avant nous de commencer l'émission, c'est vous-même qui te dit. Et tout le monde qui a observé le monde, il voit que les juge un pays sous état de circulation, gens géré circulation. Eh bien, moi je crois tout que les gens ont employé au comporté, les gens ont habillé, gens ont monté, gens ont descendu, l'entrée ici, ouais que gagner en discipline, gagner en l'ordre, gagner en façon de faire. Et ça moi, je dis que moi, mes paroles, ça, que moi souvent partagé avec Jean-André Victor, qui s'est aidé moi comme Nègre Léogane, et puis c'est Jean-André Victor, c'est son puits de science. Très bien. Nous, on me dit que parole, ça, la plus grande invention de l'homme, ce n'est pas l'avion, ce n'est pas d'avoir été sur la Lune, ce n'est pas l'électricité, c'est l'organisation sociale. Oui. Et c'est l'organisation sociale-là qui mène aujourd'hui à là, puisque vous voulez réfléchir avec les téléspectateurs sur question 2012 là. Très bien. Séisme, non? Très bien. Merci pour m'inviter. Très bien. Donc, merci encore une fois, sénateur Dumont, pour votre disponibilité. On vous revient.
Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, nous rappelons encore une fois que l'Ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local pour accueillir de nouveaux membres. Et ceci de 9h à 14 p.m. L'Ordre des comptables organise des séminaires, des cours de formation destinés au grand public et aux membres de la corporation dans le cadre de la formation continue. Et à chaque émission, nous réfléchissons aussi sur un point d'importance. Nous sommes au cours du mois de janvier, nous sommes au 12 janvier. Donc déjà, dans quelques jours, c'est la date limite pour la soumission de la déclaration définitive d'impôt. Donc, déclarer ne veut pas dire encore qu'il faut payer. On doit déclarer ses revenus, mais il se peut qu'on n'ait pas d'impôt à payer. Et en faisant une déclaration, il n'y a pas un minimum à payer. Il faut que la déclaration soit uniquement sincère. Donc, quelqu'un qui n'a pas de revenus importants, eh bien, il va produire une déclaration d'impôt. Eh bien, comme il n'y a pas de supplément à payer, il n'y a pas d'impôt à payer, il aura une déclaration, mais, je dirais, néant. L'émission du jour, séisme du 12 janvier 2010, les leçons non apprises. Le jour de la grande désolation. Le jour du départ massif d'hommes, de femmes, d'enfants. Ce jour qui a donné naissance à des milliers d'orphelins, des veufs, des veuves. Les gens qui ont vu partir tout ce qu'ils avaient en termes de construction dans une fraction de seconde. Ils sont devenus pauvres. Eh bien, ce jour de grande désolation, où la nation a souffert dans sa chair, dans son âme, eh bien, je dirais, le jour où il y a eu des pleurs et des grincements de dents. Eh bien, ceux qui sont vivants ont l'obligation d'en faire état pour que les générations à venir puissent s'inspirer des erreurs, des errements, des dérives, des bêtises, on va dire ça, eh bien, et éviter le pire à l'avenir. Le passé est derrière nous. Le présent, on le vit maintenant. L'avenir est devant nous. Mais pour cela, il faut que l'on parle du passé, que l'on parle de l'histoire pour pouvoir corriger ce qui peut être corrigé à l'avenir. Eh bien, sur cette note, je dis courage à tous ceux-là qui ont vécu ce moment difficile. Courage et aussi action intelligente parce qu'un homme peut faire une différence. Professeur Dumont, sénateur Dumont, je voudrais tout d'abord, d'entrée de jeu, que vous nous disiez comment vous avez vécu vous-même cette journée, brièvement, puisqu'on ne va pas parler de terreur, de peur, etc., de souffrance, mais brièvement pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, voir quelles sont les leçons qui n'ont pas été apprises par nous en tant que société. Comment vous avez vécu ce moment Comme tout le monde, une tragédie. Une tragédie, c'est-à-dire le mal de toute sa méchanceté. Et j'étais au journal Le Matin à Pétionville et j'écrivais mon article sur un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je devais remettre le texte autour de 6 heures du soir et il était aux environs de 2h, 2h30 quand j'ai ressenti un creux à l'estomac et je me suis rendu chez moi. J'écrivais donc l'article, j'ai eu le temps de manger et j'écrivais l'article à la maison pour l'envoyer par courriel à la salle de rédaction et lorsque j'ai ressenti ce que tout le monde a ressenti, la terre qui tremblait, j'ai compris tout de suite que c'était un tremblement de terre. Je passe rapidement sur les émotions
que j'ai eu en compagnie de ma femme et d'un de mes deux garçons pour progressivement, par la radio et par certains témoignages de personnes qui arrivaient de temps à autre dans le quartier que j'habite, pour comprendre que le monde est tombé sur Haïti. Et l'un de mes garçons était en voiture lorsqu'il a eu un problème dans une station d'essence au moment où le tremblement de terre a commencé autour de 5h25, quelque chose comme ça. Et j'ai appris aussi que l'hôpital de la communauté haïtienne, qui n'est pas trop loin de moi, est bondé de gens souffrants, de personnes écrasées sous des maisons, de personnes avec des membres mais vraiment brisés. Je me suis rendu à l'hôpital et c'est là, comme si j'étais un médecin, comme si j'étais un infirmier. Et c'est là donc que j'ai passé toute la soirée et toute la nuit jusqu'à l'aube, autour de 5h du matin, je suis rentré à la maison. Je crois que les gens qui ont fait la guerre, j'ai pensé à eux parce que j'ai compris ce jour-là ce que c'est que de voir mourir, ce que c'est que de souffrir. J'ai vu des gens mourir sous mes yeux, sous les yeux d'un médecin. Il n'y avait que 2 médecins, et puis des jeunes, et puis moi-même qui n'étais plus jeune, pour porter secours, pour bander des jambes, pour bander un bras, etc., etc. C'est l'horreur en direct. Très bien. Donc cette tragédie, vous l'avez vécue en tant que personne, mais en tant qu'observateur et pourquoi pas acteur aussi, acteur en tant que sénateur, puisque nous parlons des leçons de la prise, qu'est-ce qui justifie que aujourd'hui nous avons fait le pire en termes de comportement? Est-ce que cet événement malheureux, cette tragédie qu'on nous a bien dit, est-ce que cette tragédie nous a impacté notre comportement au point de vue, je dirais, au point de vue gestion de la chose publique, au point de vue législation, au point de vue de l'urbanisme? Qu'est-ce que nous avons fait pour éviter le pire demain? L'histoire construit les hommes, l'idéologie oriente les hommes. Et si nous mettons à penser notre histoire, donc notre culture, l'histoire, c'est, je parle à un comptable, c'est 2 colonnes. Une colonne bénéfice, une colonne, est-ce que je peux dire déficit? Dans une colonne débit-crédit, entrée-sortie. Entrée et sortie, et donc crédit et débit. Nous avons comme crédit la geste de 1804, avoir gagné une bataille inimaginable, et sorti victorieux face à la plus grande armée du monde. Donc, c'est un crédit extraordinaire qui vous façonne un esprit conquérant à l'image de ce qu'était un Henri Christophe. Mais en même temps, c'est une colonne de débit avec les séquelles de l'esclavage dans notre esprit, dans notre corps, séquelles qui font que nous n'arrivons pas à penser le développement, nous n'arrivons pas à sortir d'un certain nombre de, j'ai envie de dire, de failles culturelles. Et c'est pourquoi il faut une idéologie, entre les guillemets, positive, qui vous mette au présent et non au passé. Le présent devant servir à corriger ce qui fait que, dans votre cahier comptable, la colonne débit est plus importante que la colonne crédit. En fait, il s'agit, on peut aussi interpréter cette problématique
de la manière bouddhique avec le karma. Mais il faut placer cela dans un cadre non pas du rêve, non pas du ciel, mais de réalité sociale. Ce qui arrive, c'est que nous n'arrivons pas en tant que communauté à prendre une décision en s'y arrêtant, en se donnant les moyens pour réaliser, pour donc mettre en œuvre ce que notre cerveau, ce que notre esprit peut nous permettre d'imaginer. Un exemple simple. Et je crois que votre problématique la problématique de votre émission ce soir, c'est donc les leçons en quoi nous avons appris des choses du séisme. C'était quoi? Pourquoi devrions-nous avoir à apprendre des choses du séisme? C'est qu'il y avait des choses que nous ne savions pas. Une leçon, c'est une connaissance. Et nous savions que les matériaux que nous utilisions étaient faibles. Nous savions que nous construisions de manière à la fois anarchique dans l'ordre de l'occupation de l'espace, mais aussi de manière extrêmement négligente quant à l'architecture elle-même ou au respect des normes établies, parce que quand même il y a des lois sur le respect par exemple de l'espace entre la maison et le trottoir. Donc ensuite c'est l'occupation de l'espace, mais dans le sens largement urbain, non pas d'un individu, d'une famille, mais l'ensemble de la communauté. Et si vous me le permettez, j'ai conscience de m'allonger un petit peu trop dans cette première réponse. L'exemple vraiment à prendre, malheureusement c'est un contre-exemple, ça veut dire que c'est un exemple négatif, et qui montre que nous n'avons pas retenu les leçons du passé, c'est que Canaan pouvait être la preuve absolue de notre capacité à aller de l'avant et à construire sérieusement. Nous ne l'avons pas fait. Canaan est déjà devenu une plaie, comme l'a été en son temps Cité Soleil, comme l'a été Village de Dieu, comme l'a été ou l'est encore Raboto, La Fossette, etc. Alors, la conclusion provisoire à partir de cette première réponse qui est comme un prétexte, c'est qu'il est temps que nous nous mettions au diapason de la civilisation à laquelle nous appartenons, je veux dire la civilisation occidentale. Très bien. Alors, durant les éléments de réponse que vous avez apportés à la question, j'ai décelé un point essentiel, à savoir le bâtir. Le bâtir en Haïti est anarchique, le bâtir est même méchant, c'est comme s'il y a des fois, on construit une maison, mais en fait, c'est comme un tombeau. Oui. Puisque l'irrespect des normes de construction, eh bien, c'est un tombeau qu'on a construit, mais peut-être inconsciemment. D'où, maintenant, ce qu'il y a, d'où l'importance du régulateur qu'est l'État. Alors, l'État en tant qu'organe de régulation, qui doit aussi apporter les normes, veiller à leur application et aussi sanctionner, est-ce que l'État en tant qu'organe a joué ce rôle pour, je dirais, prévenir, enrayer et éviter le pire? Ok, je continue avec l'exemple de Canaan. Je vais essayer de remplacer les lettres par leurs valeurs. Il y a eu donc le tremblement de terre, les gens étaient désemparés, des maisons tombées et une forte partie de la population de Port-au-Prince s'est dirigée vers le nord, sur l'espace appelé désormais Canaan, et il y a eu aussi des gens sortis de Léogane, de Petit-Gouave,
et parce que Léogane est la deuxième ville à avoir été victime de manière beaucoup plus conséquente après Port-au-Prince. Donc, les gens se sont établis de manière désordonnée et ça ne pouvait pas être autrement à Canaan. On a tout de suite vu que ça allait être un bidonville. C'était évident. Et des cris sont sortis de la poitrine et de l'esprit de beaucoup de compatriotes pour inviter le gouvernement de l'époque à prendre des mesures pour réguler la chose. Cela n'a pas été fait. Et vous avez parlé justement de régulation dans votre question. Je voudrais vous dire que, ayant été conscient de cela, l'État haïtien, avec l'aide financière de l'USAID, d'abord, ensuite, la participation technique de ONU Habitat, la participation de la Croix-Rouge haïtienne, la Croix-Rouge américaine et institutions techniques UCLBP, Unité de construction des logements et bâtiments publics. Il y a eu un projet initiative de développement urbain pour la zone de Canaan. OK. Pour la zone de Canaan, entendez par là toute la partie nord de Port-au-Prince. Toutes ces institutions ont produit trois documents majeurs. Un document, c'était en 2016, un document analysant l'espace de Canaan en soi. Un deuxième document, autant que je puisse m'en souvenir, qui considérait les logements, la façon dont les gens avaient construit. Et un troisième document qui traitait du cadre stratégique urbain à mettre en place dans cette zone nord de Port-au-Prince. Il s'agit là, Maître Payan, de trois documents équivalents en architecture, en urbanisme, à ce que peut être un livre sacré, donc la Bible pour les catholiques ou le Coran pour les musulmans. C'est-à-dire qui prévoit les moindres détails. Et je vous ai cité les institutions, USAID, la Croix-Rouge haïtienne, la Croix-Rouge internationale, l'UCLBP, donc qui est responsable de la construction des bâtiments et logements publics. Eh bien, voyez-vous, rien n'a été fait. Il y a eu, rappelez-vous, l'implication de Monaco, la principauté de Monaco. Il y a eu l'implication des pays scandinaves, la Norvège en particulier, proposant par exemple, de reprendre tout le Bel Air. Mais personnellement, j'en ai parlé au Sénat, mais il n'y a pas eu d'écho. Pour Canaan en particulier, il n'y a pas eu d'écho. Ça veut dire quoi? Maintenant, cette leçon à prendre par rapport au scandale qu'est la communauté de Canaan, parce que ce sont des gens abandonnés, qui sont obligés de faire tout par eux-mêmes, eh bien, il s'agit pour nous de nous rendre compte que nous ne savons pas prendre soin des autres. Nous ne savons... Les initiatives individuelles dans le pays sont souvent intéressantes. Ce sont par exemple les quelques personnalités, femmes et hommes, qui se sont mis ensemble pour, par exemple, mettre en place des banques commerciales. Et je prends ces exemples comme étant des exemples positifs. C'est, par exemple, là où je me trouve, je suis à Téléguinée, qui était renversé et les propriétaires se sont battus pour mettre en place, pour donc reconstruire, et de manière encore plus intéressante que cela ne l'avait été, n'est-ce pas, avant le séisme. C'est aussi quelques autres entreprises individuelles. Mais quand il s'agit pour l'État
qui est le dénominateur commun, qui est le représentant de tous, qui est donc le défenseur de tous, en particulier de ceux-là qui sont les plus faibles, nous n'arrivons pas véritablement à mettre la main à la pâte de manière très sérieuse. Je crois que là, tous les 12 janvier à venir devraient être l'occasion pour réfléchir sur cette question de la volonté politique en Haïti et du sens de la responsabilité de chacun de nous en ce qui les concerne. Très bien. Alors là, c'est bien dit, effectivement, c'est un constat. Il y a effectivement des leçons non apprises. Et particulièrement en matière de construction, de comportement des gens, etc. Et, pour ne pas dire, pour le dire, la défense de l'État également, qui n'a pas pu jouer son rôle de façon à prévenir les comportements déviants. Mais, sénateur Dumont, puisque nous parlons quand même de changement, nous parlons de leçons, est-ce que, selon vous, il y aurait les domaines qui mériteraient, par exemple, des législations spécifiques, de manière à tracer, je dirais, un canevas pour orienter les comportements, les décisions. Parce que l'homme est le même partout. Comme vous avez bien dit tout à l'heure, avant même l'émission, eh bien, l'homme est comme l'oiseau. Eh bien, il faut qu'il construise son nid, effectivement. Mais il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a aussi un environnement général à voir. Et la définition de l'environnement général des normes, eh bien, ça ne revient pas à tout un chacun, ça revient pratiquement à l'organisation sociale, aux autorités établies, à l'État que nous avons constitué. Maintenant, dans quel domaine devrait-on légiférer? Et particulièrement, je pense, je dois insister sur le domaine de l'urbanisme particulièrement, de manière à voir comment peut-on tracer le canevas, les comportements, pour me répéter. Vous l'aviez dit, nous avons causé avant de commencer l'émission, et vous aviez précisé que les grandes décisions de l'État doivent être implémentées doivent être mises en œuvre par une loi, doivent être validées par une loi. L'État décide de cela et pour que cela soit entériné, donc il faut un texte. Et là, je voudrais dire à votre public que ma responsabilité en tant que sénateur est engagée, mais il faut savoir faire la part des choses. En quel sens il faut faire la part des choses? La législation dans un pays est à 98-99% de la responsabilité de l'exécutif en lien avec ce qui a été ou avec ce qui est son programme de gouvernement. Tout à fait. Le candidat à la présidence dit ce qu'il compte faire en éducation, en travaux publics, en agriculture ou en économie, en social ou encore dans le domaine, par exemple, de l'hygiène publique, etc. Une loi a un coût, c'est-à-dire un coût de mise en œuvre. D'exécution. Un coût d'exécution. C'est pourquoi dans la Constitution et dans toutes les constitutions, dans la nôtre, l'article 111.2 prévoit que toutes les lois concernant la quotité, concernant le budget, évidemment, ça va de soi, mais aussi des lois qui peuvent augmenter ou diminuer les dépenses publiques sont du ressort de l'exécutif. Une loi sur l'urbanisation, en général en Haïti, je pense que cette loi serait la bienvenue. Une loi sur Canaan, une loi sur le village de Dieu, une loi par exemple sur la construction d'un stade de football, qui est mon dada. Cela ne peut venir que de l'exécutif, parce que ce sont des dépenses qui vont augmenter le budget. Évidemment, les parlementaires peuvent
faire des propositions, non pas des propositions de loi, mais faire des propositions à l'exécutif pour que l'exécutif prépare une loi sur tel ou tel domaine qui ne relève pas de ses compétences. Et précisément, je vous rappelle avoir répondu dans une partie, enfin, partiellement à votre question. Je pense que du point de vue urbain, si on considère par exemple la région métropolitaine de Port-au-Prince, Canaan, Village de Dieu et d'autres points devraient faire l'objet de lois d'urbanisation pour mettre le pays sur la voie de l'urbanisation, d'une nouvelle urbanisation, une urbanisation qui respecte les règles. Et si on va au Cap-Haïtien et qu'on considère la baie du Cap-Haïtien, ce serait intéressant que cette idée positive d'une loi sur l'urbanisation trouve application de ce côté-là aussi. Mais dans tout le pays, il y a à faire. Mais du rêve à la réalité, il faut savoir qu'il y a les moyens. Très bien. Puisque une loi sur l'urbanisation serait la bienvenue, pour vous répéter, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 433e édition de la série OCPA Magazine. Série qui a pour thème les leçons non apprises du séisme du 12 janvier 2010. Notre invité, le sénateur Patrice Dumont. Au cours de la première partie de l'émission, eh bien, le sénateur Dumont vous a expliqué comment il a vécu cette tragédie. Et, de l'autre côté, il a fait remarquer comment, dans quel sens on devrait orienter les décisions, les politiques publiques dans le but d'éviter la répétition de cette grande tragédie. Avant la pause, eh bien, le sénateur Dumont avait bien dit une législation sur l'urbanisme, eh bien, serait la bienvenue. Mais sénateur Dumont, comment vous voyez en grande ligne les grandes lignes d'une telle législation? Les grandes lignes d'une telle législation partiraient d'abord de l'espace, la différence entre espace public et espace privé. Ensuite, déterminer avec la SIAT qui s'assure de l'aménagement du territoire des espaces réservés aux zones industrielles et aux zones urbaines et aux zones agricoles. Il y a des zones qui sont minières parce que tout simplement, ce sont des zones riches, par exemple, en ressources minières, tout simplement. Donc, l'aménagement du territoire devrait accompagner une telle loi. Ensuite, nous allons parler, j'espère, des matériaux qu'il faut utiliser. Cela nous amènerait aussi à considérer les espaces protégés. Faut-il, par exemple, utiliser notre carbonate de calcium, donc le sable blanc, qui est une grande richesse utilisée dans la fabrication de la peinture, dans la fabrication des cosmétiques, etc. Et j'aurais aimé dire à votre public que ce que nous appelons vulgairement le sable blanc, celui de la région des Palmes et plus précisément de Carrefour du Fort jusqu'à Miragouane, particulièrement la partie miragouanaise, on l'appelle the Haitian Snow.
Ça veut dire que c'est d'une pureté extraordinaire, ce carbonate de calcium. Faut-il continuer à l'utiliser dans le bâti ou faut-il travailler à l'exporter? Je sais qu'au cours des années 60-70, c'était extrêmement demandé sur le marché international, mais les produits alternatifs, les produits chimiques alternatifs à ce produit naturel, eh bien, ont tendance à lui damer le pion, de sorte que donc, je ne peux pas me prononcer tout à fait là-dessus, n'étant pas au courant des derniers développements. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins important. Donc, faut-il alors utiliser le sable des rivières? Or, de ce côté-là aussi, il faut protéger l'environnement. Donc, il y a un débat à faire et qui doit concerner les vrais spécialistes. J'ajouterais que cette loi, forcément, considérerait une loi moins importante, enfin, comment dire ça? Moins importante, mais qui n'est pas à négliger. C'est la valorisation des acquis de l'expérience. Vous aviez parlé donc des matériaux, c'est pourquoi j'en ai fait allusion aussi. Et puis, qui va exécuter ces travaux? Et avons-nous assez de techniciens pour exécuter ces travaux? Parce que la loi doit aussi considérer tous ces, entre les guillemets, tous ces détails. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus, je ne peux pas préciser à quel pourcentage, mais en tout cas un nombre très important de bons maçons en République dominicaine. Et j'ai eu une douleur atroce. De bons maçons haïtiens. Bons maçons haïtiens. J'ai eu une douleur atroce lorsque certains travaux publics étaient confiés à des firmes dominicaines que les techniciens haïtiens n'y trouvaient pas leur place. Et beaucoup de maçons étaient venus de la République dominicaine, étaient commandés par les firmes dominicaines, n'est-ce pas, pour venir travailler en Haïti. Et apparemment, m'ont dit certains architectes et ingénieurs haïtiens avec raison. Donc, la valorisation des acquis de l'expérience, permettez que je rappelle à votre public que ce concept est né en France et la première personne à en avoir parlé, politique, à en avoir parlé dans le pays, c'est Mme Maniga, à l'occasion des élections, quand elle était candidate en 2009 pour les élections qui devaient donner un président en 2010. Elle en avait fait mention et mettant cette partie-là dans le cadre de son programme de gouvernement. Bon, je le reconnais, on en a fait une loi sous le gouvernement de Martelly, donc c'est bien quand on prend note de ce que dit l'adversaire, c'est bien, et qu'on applique une idée, mais il faut savoir le dire aussi, savoir le reconnaître. Oui. En tout cas, cette loi a été votée, mais jusqu'à présent, elle n'a trouvé même pas un zeste d'application. La valorisation des acquis de l'expérience, ça veut dire quoi? Nous avons un nombre important d'hommes de métier qui sont charpentiers, qui sont ferrailleurs, qui sont maçons, mais qui ne sont pas, j'ai envie de dire, up-to-date, qui ne connaissent pas les derniers développements de la connaissance dans leur domaine. Oui. Et donc, il faut valoriser cet acquis de l'expérience, il faut donc moderniser, il faut mettre la personne au goût du jour. Ensuite, le problème des matériaux. Je suis en train de répondre à une question à laquelle j'aurais aimé vous entendre répondre aussi, mais malheureusement, les rôles sont ce qu'ils sont. C'est vous qui posez les questions et c'est moi qui réponds. Quels matériaux utilise-t-on pour, par exemple, construire un bloc? Dans quel état sont nos blocs? Ce qu'on appelle, nous disons bloc en Haïti, mais les francophones du monde entier parlent de parpaing. Ce parpaing, est-il solide? Qui contrôle la qualité des matériaux? Qui contrôle la préparation du béton en Haïti? Y a-t-il une institution en Haïti aujourd'hui qui supervise le construit,
qui supervise les travaux. De ce côté-là, malheureusement, les lacunes sont immenses et il n'est pas dit qu'il est loin d'être prouvé que les nombreuses constructions qui ont été mises en place dans le pays depuis 2010 reconnaissent plus ou moins qu'il faut véritablement utiliser toutes les ressources dont on a beaucoup parlé concernant à la fois les matériaux et la façon de construire, particulièrement l'utilisation du fer dans les constructions. Très bien. Alors là, vous avez soulevé un point d'importance, savoir qui va construire, qui va s'en occuper. D'où le fait de valoriser les acquis de l'expérience. Maintenant, là, vous savez pertinemment, il y a le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, et il y a les écoles de formation, il y a l'INFP, le centre pilote particulièrement, qui forme des hommes de l'art. Il y a beaucoup d'écoles, il y a l'école le célèbre, c'était J.B. Damier. J.B. Damier, qui était l'école du Canada haïtien actuellement. Effectivement. Donc, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de centres d'enseignement en matière, par exemple, de construction et aussi d'activités connexes. Mais, à côté de tout cela, il y a ce qu'on appelle le permis de construire en Haïti. Il y a une législation et qui donne autorité à la mairie d'intervenir, au ministère des TPTC également d'intervenir, de manière à gérer le permis de construire. C'est-à-dire, la loi existe. Elle n'est pas à jour, elle remonte à des décennies déjà. Mais maintenant, selon vous, sénateur Dumont, ne serait-il pas opportun qu'il y ait une législation sur le permis de construire de manière à définir les différentes autorités qui doivent intervenir lorsque quelqu'un doit entreprendre une construction en Haïti? Le permis de construire, la loi du permis de construire est encore en vigueur. Jusqu'à présent. Et vous et moi, nous constatons assez souvent une inscription sur certaines constructions disant à démolir. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des autorités qui interviennent. Et en cela, faut-il rappeler qu'il y a une architecture bien hiérarchisée qui permet d'espérer que les gens, que l'État contrôle vraiment le territoire et contrôle le bâti. Nous partons des CASEC, nous arrivons aux maires, nous arrivons aux structures départementales du ministère des Travaux publics, nous arrivons au ministère des Travaux publics lui-même. Ça veut dire qu'il y a un véritable quadrillage du pays qui peut être assuré pour que le désordre ne soit pas la règle. La loi est là et il suffit alors d'ajouter l'institutionnalisation de la supervision, l'institutionnalisation de l'intervention du CASEC au ministère des Travaux publics. Maintenant, il faut s'en donner les moyens aussi. Et c'est pourquoi tout le monde le dit, une loi, ce n'est pas une... Bien sûr, c'est un texte, c'est une réflexion. Puisque c'est une réflexion, elle doit prévoir ce que cela va coûter son exécution. Imaginons un instant qu'un CASEC, donc Conseil d'administration des sections communales, doivent intervenir dans le domaine du construit. Donc, il faut un bureau, il faut au moins un ingénieur, il faut un contremaître capable de juger de la qualité, du respect des normes établies, des normes fixées. Et ça veut dire aussi, cela implique donc un déplacement permanent tous les jours.
à moto peut-être, mais en voiture aussi, en Jeep. Il y a des coûts d'administration et des coûts dans l'exécution et des coûts en matériel. Mais il ne faut surtout pas désespérer. Il faut la volonté politique parce qu'une fois de plus, l'architecture législative est là. Très bien. Alors, vous avez beaucoup insisté sur les coûts associés à l'exécution des lois. Oui. C'est un fait indéniable. Mais cependant, il y a des dépenses qui sont des incontournables. Lorsque, par exemple, vous n'agissez pas pour prévenir le danger, lorsque le danger arrive, alors à ce moment-là, ça coûte davantage à l'État. Or, c'est d'où pratiquement la nécessité de prévoir, gérer ces prévoirs aussi. Donc, dans cette même dynamique, sénateur Dumont, puisque nous parlons de la nécessité de définir dans une législation sur le permis de construire, parce que dans la pratique, c'est comme si on insiste davantage sur le côté, je dirais, le côté financier. C'est-à-dire qu'il y a un impôt associé à un droit qu'il faut payer, donc on paie ce droit. Mais parallèlement, les constructions pullulent de manière anarchique. Donc, je suis d'accord avec votre point de vue, à savoir, il faut légiférer dans ce domaine. Mais il y a un point aussi important, vous l'avez effleuré déjà, c'est une législation sur le contrôle de qualité, et particulièrement dans le cadre, par exemple, du bâti, de la construction. Alors, je reviens à la question alors, pourquoi ne peut-on pas avoir une loi sur le contrôle de qualité? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'y pense pas. Et ensuite, parce que les commissions travaux publics du Parlement ne sont pas souvent occupées, quand je dis du Parlement, je vais parler de la santé, pardon, de la Chambre des députés et le Sénat. Ne sont pas toujours occupés par des spécialistes des travaux publics, mais ils ont quand même des conseillers, ils ont quand même un bureau à leur service, mais je regrette d'insister là-dessus. Ce n'est pas compliqué une telle loi, effectivement, et cela ne demanderait pas un coût élevé d'application. Je dirais que c'est surtout une question d'intérêt. C'est surtout une question d'intérêt parce que certaines personnes placées pour orienter le pays vers une voie salutaire se trouvent elles-mêmes en contradiction avec leur intérêt personnel. Ce qui fait que le secteur public souffre trop souvent de cette concurrence déloyale avec les intérêts privés. Alors là, je comprends ce que vous avez dit. Il faut maintenant me poser la question sous une forme rhétorique, parce qu'il y a des questions qui ont leur réponse. Donc, j'ai la sensation que vous voulez vraiment dire ce que vous-même vous aimeriez pouvoir répondre à cette question. Non, vous avez peut-être des éléments additionnels à ajouter. Vous avez de le faire. Non, ça va. Je crois avoir tout dit. Parfait. Donc maintenant, le contrôle de qualité, eh bien, vous avez dit c'est un exercice certes intellectuel. Le contrôle de qualité est une part importante de la législation relative au ministère du Commerce. Le contrôle de qualité, par exemple, dans les marchés publics, comme aussi dans les si on peut dire marchés fermés, les supermarchés. Et le contrôle de qualité ne se limite pas à la consommation de bouche. Le contrôle de qualité est ouvert à tout élément de consommation individuelle ou collective. Par exemple, quels matériaux vous utilisez pour la construction d'une maison ou d'un pont, etc. Très bien. Là, vous avez, il y a eu vraiment des éléments. Oui, tout à fait. Très bien, tout à fait. Parfait. Monsieur le sénateur Dumont, puisque nous sommes en train d'avancer, et le thème de l'émission, c'est l'histoire du 12 janvier 2010, les leçons non apprises. Une leçon non apprise. Beaucoup de personnes ont trouvé la mort à l'occasion de ce tremblement de terre
parce qu'il n'y avait pas de passage pour une voiture, donc pour l'ambulance, etc. Donc les secours ne pouvaient pas arriver. Et alors, pourquoi ne pouvons-nous pas intervenir sur les espaces en construction lorsque ces espaces sont violés? Il y a d'abord le déficit d'institutions. Ça veut dire que le principe est là, il y a une direction dans tel ou tel ministère ou dans une mairie, mais la mairie n'a pas les moyens, par exemple, de sa politique. La mairie ne peut pas se diriger du côté de Mont-Calvaire, la mairie ne peut pas. Ou encore, c'est un tout-puissant qui construit une station d'essence, une pompe à essence, et donc il impose sa loi, et par l'acheter, il faut le dire aussi, par l'acheter, le fonctionnaire se replie. Donc voilà, il y a d'autres handicaps. Il y a certaines personnes qui pensent que si on interdit la construction d'une maison à tel endroit, parce que cette personne qui va enfin se payer un petit logis, ça peut être un 30 mètres carrés seulement d'espace vital. Et donc, enfin, il va s'offrir ça. Et puis, voilà que les autorités le lui interdisent. Eh bien, vous ne voulez pas que... vous n'êtes pas d'accord avec le progrès social. Mais il n'y aura pas de progrès social si la maison où vous habitez n'est pas valorisable. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas de confort, je ne parle pas de luxe. Vous n'avez pas de confort et vous avez utilisé un mot, vous êtes toujours en danger. L'éboulement vous guette. Sans éboulement, la maison peut s'effondrer. Donc ensuite, parce que vous êtes au bord de la route, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident. Et la prévoyance de l'État et la capacité de l'État d'intervenir pour protéger ses membres, donc ses citoyens, en amont et en aval, donc pour que l'État favorise un logement normal, entre les guillemets, pour les uns et les autres, particulièrement pour les petites bourses. Très bien. Ainsi prend fin la 433e édition de la série. Séisme du 12 janvier 2010, les leçons non apprises. Nous avons beaucoup appris. Je dirais, comme pour répéter Nelson Mandela, je ne perds pas. Même quand je perds, je gagne parce que j'apprends. Essayons d'apprendre de nos erreurs, de nos errements, et nous serons tous bénéficiaires. Ainsi, nous nous protégeons et nous protégeons notre société et, par ricochet, notre pays. Disons un grand merci au sénateur Dumont pour sa disponibilité. Et à vous, nous disons encore à bientôt. À bientôt, sénateur Dumont. À bientôt, Maître Payan. Un mot spécial à celles et ceux qui ont perdu des amis, qui ont perdu des parents. Qui d'entre nous n'ont rien perdu, n'ont perdu personne? Nous tous, nous avons perdu un être cher à cette occasion. J'espère que nos malheurs collectifs diminueront de plus en plus pour que nous ayons eu au moins une idée aujourd'hui, comme dans un prochain avenir, de ce qui peut être notre bonheur. Très bien. Merci à vous tous et à bientôt.